Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the start. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash big into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle qui porte le numéro 217. Au programme de cette semaine, c'est la rentrée dans la compétition avec le test de Shakedown Sepang qui a eu lieu, qui vient de se terminer, ainsi que les tests officiels de Sepang et avant d'aller à ceux de Buriram en Thaïlande. Donc on lance avec cet épisode et l'épisode précédent la saison 2026 pour le podcast. Dans ce numéro 217, vous l'aurez compris, on va parler de la catégorie Rennes, la plus attendue, le MotoGP évidemment. Je suis toujours accompagné ce soir par Auton, Gweno et Nico. Bonjour à tous. Salut. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'on va faire un petit point calendrier 2026, même si ça concerne évidemment toutes les catégories. On va ouvrir la saison en Thaïlande, comme en 2025, pour cause toujours de fêtes religieuses au Qatar. Il me semble que c'est encore prévu l'année prochaine comme ça, et puis après on rebasculera sur le Qatar en entrée comme habituellement. 22 dates prévues comme en 2025 également pour 44 courses au total avec les courses sprint en MotoGP. On a les nouveaux arrivés 2025, Brno et Balaton Park qui vont rester au calendrier. On a Silverstone, le Grand Prix d'Angleterre qui repasse au mois d'août après une édition 2025 en mai. Avec honnêtement, parce que notamment j'y étais avec une assez faible affluence. Il y avait un peu un clash de date avec le Tourist Trophy qui avait lieu le week-end suivant, donc c'était pas forcément idéal. Et puis une météo qui était pas mieux en mai qu'en août habituellement. Le grand attendu, c'est le nouveau Grand Prix au Brésil sur un circuit rénové dans la banlieue de Sao Paulo. Bon, a priori, ça affiche déjà complet en tribune, mais il y aurait déjà du retard aussi dans les installations et les travaux de conformité, donc à voir. J'ai pas vu de truc alarmiste non plus, donc a priori, ça devrait bien se tenir. On a compté 8 back-to-back cette saison avec l'équipe, donc contre 6 en 2025. Le rythme va être chargé. Ouais, tout le monde va finir sur les rotules. Exactement, c'est pour ça qu'on a recruté Nico pour nous aider. Merci. L'Autriche, pour la première fois depuis son introduction au MotoGP, va passer au mois de septembre. Cette année, il ne sera pas au mois d'août. Et on va perdre l'Argentine qui potentiellement pourrait revenir ensuite avec une alternance avec le Grand Prix du Brésil. Bon, on verra parce que c'est beaucoup de peut-être. Voilà, je sais pas si vous avez des commentaires à faire ou si vous voulez rajouter des infos sur ce calendrier et ces Grands Prix qui s'annoncent. Moi, je suis juste ravi de retrouver le formidable circuit de Balaton. C'est c'est un régal. Je sens une pointe d'ironie dans ta voix. Légèrement. Bon, au moins, on sait à quoi s'attendre, on sera pas déçus cette fois. Ouais, voilà, c'est ça. Ça. On sait que c'est le week-end qu'on peut zapper, quoi. Bah, écoutez, on enchaîne tout de suite sur la catégorie Rennes et je vais passer la main à toi, Nico, pour les départs et les arrivées dans la catégorie cette saison. Ouais, alors effectivement, la grille est assez stable cette année, peu de mouvement. En départ, on a notre cher Miguel Oliveira, le dentiste le plus rapide, qui est parti chez BMW pour remplacer Toprak, qui lui justement arrive. On va y revenir ensuite. Et en autre départ, on a l'étincelant Somket Chantra, qui est parti. Non, plus sérieusement, voilà, saison extrêmement difficile l'année dernière pour lui. On lui saute Et étincelant par ses chutes plus que par ses performances. Oui, voilà, c'est ok. plutôt que par les résultats. Ouais. Et ouais, on lui souhaite de poursuivre une carrière un peu plus brillante, disons, sur la Honda d'usine en World Superbike. 2 rookies cette année contre 3 l'année dernière. Toprak qui arrive enfin en MotoGP, il poussait depuis longtemps lui et son management pour arriver, ça y est. Il arrive quand même avec une grosse valise de trophées, 3 fois champion du monde Superbike, 2 fois consécutivement, 2024, 2025, 2021 avec la Yamaha. Et donc il arrive justement chez Yamaha, chez Pramac, avec le numéro 7. Et on a évidemment le vainqueur Moto 2 de l'an passé, Diogo Moreira, qui est brésilien,
titré donc l'année dernière pour sa 2e saison, après une très très grosse 2e partie de saison surtout, où il avait été assez impressionnant. Il avait corrigé beaucoup de défauts, de manque d'intelligence de course notamment. Et il avait fait avant ça 2 saisons en Moto 3 avec une P8 au général. Il arrive en tant que coéquipier de Joan Zarco chez LCR Honda et il aura le numéro 11. Et une livrée qui ressemble beaucoup à celle de la livrée officielle avec sponsor. Oui. Ok, bah merci beaucoup Nico. Pour rappel, dans cette catégorie, comme l'année dernière, les devs moteurs vont être figés pour des questions de coût et développer la moto, le nouveau prototype 850 cm3 de l'année prochaine. Seul Yamaha, qui a encore des concessions de type D, pourra faire des changements de moteur en courte saison. Et ils en auront bien besoin. On va y revenir. Eh ben, je lance tout de suite les hostilités puisqu'on parlait de Yamaha. L'objectif de la saison, a priori pour le team, ça va être développer le moteur V4 pour éventuellement bénéficier de ce retour d'information pour le développement de la moto 2027, ce qui n'est pas très ambitieux sur le papier pour cette saison pour Yamaha. Et donc les 4 pilotes en officiel, on a Quartararo et Rins, et chez Pramac, Miller qui ne bouge pas, et le nouveau venu, tu en as parlé Nico, Razgatlioglu. Automne, est-ce que tu attends quelque chose de particulier de Yamaha cette saison ou de ses pilotes Je sais pas si c'est très réaliste. J'aimerais bien que Fabio réussisse à gagner des courses avant de partir de Yamaha, puisqu'il a l'air de partir vers d'autres horizons. Et je me dis que la dernière fois que Yamaha avait eu des problèmes moteurs à devoir changer des pièces là-dedans, c'était l'année où ils avaient fini par perdre le titre en 2020, mais où il y avait eu quand même des bonnes performances. Donc peut-être que c'est un signe du destin, mais c'est un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord. Non, puis sinon, Alex Rins, pour être très honnête, j'en attends pas grand-chose. Et du coup, il peut nous surprendre. Pramac, Jack Miller, il va être un super coéquipier pour Toprak. Bonne ambiance. Et Toprak, je pense qu'il faut lui laisser une année pour se faire à la catégorie et qu'on pourra vraiment avoir des attentes sur lui en 2027 quand il retrouvera les pneus qu'il connaît le mieux, les Pirelli. Ouais, c'est vrai que Toprak, bon après, tant mieux pour lui, hein, c'est un rookie, mais il a signé un contrat qui porte sur au moins 2 ans, donc a priori, même s'il fait une mauvaise saison, il sera encore là l'année prochaine. Est-ce que, je pose la question, Gueno, est-ce que Quartararo, bon, malheureusement, il s'est blessé aux essais de Sepang, on l'a pas dit, mais est-ce que, voilà, c'est notre Français, on l'aime et on sait qu'il a un talent fou. Est-ce qu'il peut jouer le championnat cette année avec ce V4? Oui, oui, oui. Il va gagner d'ailleurs. Il va gagner. Merci Gueno. Non, moi, j'y crois pas du tout, mais pas à cause de lui, à cause de la moto. On sait qu'il est capable de la transcender, mais il y a un moment, il peut pas non plus faire des miracles. J'espère me tromper, mais j'y crois très très peu. S'il fait la même saison que cette année, ce sera déjà extraordinaire, je trouve. Mais évidemment, s'il y a une course, ce sera que du bonus, mais j'avoue, j'y crois pas du tout. Il a fait quoi cette année, P10 au général? Je sais plus. Oui, c'est ça, il me semble, ouais. Ouais, mais il a failli gagner la course à Silverstone quand même. C'est ça, ouais. Ouais, il est passé tout près d'une victoire. Et au Puis- moment aussi, il était pas mauvais avant Ouais, avant de le tomber. problème mécanique. Ouais, problème puis il a mécanique, eu pardon. plusieurs pôles. C'est quand même par rapport à 2 ou 3 dernières saisons, c'est quand même une belle saison, quoi. Donc, oui, c'est sa 10e. Donc j'espère au moins la même chose, même si j'avoue que je préfère m'attendre à rien et être agréablement surpris plutôt que l'inverse. Puis j'avoue que pour le reste de Yamaha, j'y crois pas. Alex Rins, il est en pré-retraite. Miller, oui, on sait qu'il fait des coups d'éclat, mais globalement sur l'ensemble d'une saison, c'est loin d'être régulier. Et puis Toprak, c'est vrai que arriver à 30 ans en MotoGP, je trouve que disons que c'est un sacré challenge, quoi. Après, j'ai vu qu'il était vraiment démoralisé par les essais. J'espère quand même qu'il va donner le meilleur de lui-même pour essayer de faire quelque chose du mieux possible, quoi. Ok. Nico, je te pose la question à toi maintenant. Est-ce que, bon, on sait les défauts qu'a la moto et qu'ils partent de loin maintenant, mais est-ce que ce line-up, en sachant que Toprak est bourré de talent, mais il est rookie, est-ce que ce line-up, à part Fabio, n'est pas le plus faible de toute la catégorie quand tu prends ces 4 pilotes comparé aux 4 pilotes Honda, aux 4 pilotes Aprilia?
Ouais, clairement, parce que effectivement, Miller, c'est toujours Miller, c'est Miller, et j'adore ce pilote, mais il manque de régularité et ça a toujours été le cas. Je doute que ça change maintenant à un stade quand même avancé de sa carrière en MotoGP. Toprak, je suis assez d'accord avec Bueno, il arrive tard, c'est un gros challenge. En même temps, si il était jamais monté en MotoGP, on l'aurait regretté parce qu'on serait toujours dit ah Toprak, qu'est-ce que ça aurait donné. Donc au moins on va être fixé dans une certaine mesure parce que c'est difficile d'être fixé sur avec une moto qui est aussi mauvaise, faut dire ce qui est. Et puis Rins, ça me fait de la peine pour lui parce qu'en plus c'est un pilote qui a l'air assez sympathique et qui est plutôt talentueux parce qu'il a quand même réussi à gagner sur plein de motos différentes, mais c'est compliqué quand même. Hein. On voit quand même que physiquement c'est extrêmement compliqué. Chaque chute, on a peur que ce soit la dernière et qu'il mette un terme sur sa carrière après une chute. C'est quand même extrêmement compliqué, mais en même temps, c'est que cette moto, personne en veut. Personne en veut et a raison parce que là, les résultats les tests d'intersaison, c'est quand même à peu près catastrophique hein, pour Yamaha. Donc je pense que ça va être extrêmement pénible cette année pour à la fois les pilotes et aussi pour les fans de Yamaha. Je pense que ça va être très compliqué pour Ouais, eux. la saison va être longue, je pense. Ouais. Je te rejoins Nico parce que à chaque fois on a peur que ce soit la saison de trop pour Alex Rins et j'espère vraiment que ce sera pas la saison de trop celle-ci, qu'il se tapera pas une blessure à la Tito Rabat ou quelque chose comme ça. Complètement. Et pour clore le chapitre Yamaha, il y a 2 grosses incertitudes. Déjà la première incertitude, c'est le niveau que pourra atteindre la moto avec le moteur V4. Mais la deuxième, c'est le niveau d'implication des 2 côtés dans ce qui concerne Fabio, avec les rumeurs qui courent en ce moment dans le paddock. Donc sa signature dans un autre team n'est pas encore officialisée, mais selon le moment où ce sera officialisé dans la saison, à quel point il va tout donner sur la gamme, à quel point l'équipe va tout donner sans compter ses heures comme avant alors qu'ils savent qu'il part, à quel point ils vont lui faire tester plein de nouvelles pièces pour améliorer en sachant qu'il ira vers la concurrence vraisemblablement. Voilà, plein de points d'interrogation. Ouais, c'est un bon point. Et puis bon, leurs pilotes essayeurs, ils sont sympas. Dovi pour toujours dans mon cœur, mais c'est pas non plus Augusto Fernandez et Dovi, c'est pas non plus ceux qui sont plus impressionnants lors des essais. Je regarde surtout les pilotes KTM là-dessus qui sont Dani Pedrosa en particulier, qui sont quand même bluffants. Ou même aller chez Spargaro avec Honda. Hein. C'est ce que j'allais dire quand on compare Yamaha à Honda, qui partait à peu près du même endroit. On voit bien qu'il y en a un qui a mis les moyens plus tôt et plus fort, et Yamaha s'y prend vraiment tard, quoi. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la partie dépressive de cet épisode. On peut passer chez les voisins japonais de Yamaha. Honda, objectif de la saison, j'ai noté continuer la progression entrevue en 2026 et revenir battre Aprilia KTM de manière régulière en course et au championnat. Je pense que c'est un bel objectif vu ce qu'ils ont montré et que les essais qu'on a pu voir à Sepang peuvent aller dans ce sens-là avec une belle vitesse qu'on a pu voir de Mir et de Marini et de Zarco et un Morera en rookie bien sûr, mais qui a priori est bourré de talent et qui peut s'annoncer bien pour l'avenir de Honda. Qui veut commencer sur cette équipe? Oui, oui, effectivement, Honda, il y a quand même de belles promesses après ces tests. Le line-up bouge quasiment pas, si ce n'est Chantra qui est avantageusement remplacé par Morera. Mais les tests ont quand même été très solides. Bon, même si quand on entend Espargaro dire c'est la meilleure MotoGP que j'ai jamais roulée, on se dit bon, peut-être qu'il faut doser un petit peu, même s'il n'a pas eu des avions de Il n'y chasse. a pas eu, ouais, ce que j'allais dire, il n'y a pas eu que des bonnes motos. Ouais, voilà, c'est sûr. Mais non, après voilà, tous les pilotes sont quand même globalement satisfaits. Il y a eu un bon feeling général. La moto, ce ne sont que des chronos de test, mais quand même en termes de chrono, c'est plutôt encourageant. Donc, et pour rebondir sur ce que Godot disait à la fin de Yamaha, c'est quand même assez fou quand on voit d'où ils partent à peu près et la progression chez Honda et la progression chez Yamaha. Donc, ouais, il y a beaucoup à espérer.
Aprilia, je pense pas que ce soit réaliste de se dire que la moto va revenir au même niveau, mais que KTM, ouais, c'est pas impossible d'arriver régulièrement au niveau d'une KTM. Je trouve pas ça improbable. Moi, je vais commencer par un pari audacieux. Mir, meilleur pilote Honda et au top 10 au général. Je le sens bien, c'est son année, je le sens. La moto a l'air bien, il a l'air au taquet, il a fini la saison sur un podium. Moi, j'y crois à fond. Moquez-vous si vous voulez, mais j'y crois à fond. Je Non, pense mais ce qui est marrant, que, c'est que dans l'épisode précédent, tu voulais pas citer le nom de ton favori. Tu lui dis ça va lui porter malheur, et là, tu balances le nom de Mir avec des compliments incroyables. Tu écoute, veux lui C'est porter parce qu'il malheur est ou... avec moi, il est secrètement pour Luca Marini. Ouais, voilà, c'est ce que je pense. non, mais c'est juste que Alonso c'est trop, c'est sacré, tu vois. Mais le reste ça va, tu vois, c'est pas grave. Mais j'ai pas dit qu'il allait gagner le titre, donc ça va. Parce que la dernière fois que j'ai dit que quelqu'un allait gagner le titre, c'était Bastianini. Marini lui a explosé l'omoplate au premier virage du premier Grand Prix. Donc maintenant je dis plus rien. Mais non, non, pour être pas plus sérieux, j'y crois beaucoup à Honda cette année. Ils ont vraiment l'air d'avoir quelque chose de solide. Les pilotes ont l'air d'être dans une dynamique, ça n'a rien à voir avec il y a 2 ans. Mir n'est plus dépressif. Marini sourit. Bon, Zarco se plaint, mais c'est Zarco. Mais je trouve qu'il y a vraiment une dynamique hyper positive sur l'ensemble du line-up. Morera arrive avec beaucoup d'enthousiasme. Donc je pense que ça peut donner une belle saison et je suis d'accord avec Nico, je pense que ça peut aller chercher les KTM. L'Aprilia, c'est compliqué parce qu'elle a l'air d'avoir encore progressé, donc bon, peut-être rester réaliste, mais je pense qu'ils peuvent faire une vraie belle saison de comeback entre guillemets quoi. Ouais, Gweno, je suis d'accord avec toi. Je trouve que l'arrivée de Morera, ça apporte de la fraîcheur dans le team et ça peut que les tirer vers le haut par rapport à Chantra qui était vraiment loin du compte et qui a galéré. Je pense que Honda est vraiment sur des bons rails pour cette saison. Et moi, c'est à Marini que je crois beaucoup, en Marini que je crois beaucoup. Je pense qu'il peut faire ses podiums et qu'il peut aussi éventuellement décrocher une victoire. On verra bien. Mais je trouve que son approche méthodique et très réfléchie de la course aide beaucoup Honda, en plus d'avoir un pilote d'essai comme Espargaro. Je pense que voilà, je partage pas forcément d'avis. Par contre, là où je voulais rebondir, c'est qu'effectivement, on pouvait à peu près dire qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, Honda était à peu près au niveau que Yamaha dans la galère, et on a senti le moment où ils ont mis les moyens et ça a payé. C'était l'année dernière. L'année d'avant, ça n'a pas servi à grand chose. Donc c'est facile en 6 mois d'aller grappiller quand même des gros dixièmes. Après les derniers centièmes, c'est toujours les plus difficiles, mais les gros dixièmes, on le sent venir. Donc euh, on le voit quand Yamaha bosse pas forcément dans le bon sens, et parce que quand on voit qu'une team comme KTM, quand des fois ils arrivent à trouver un truc où Honda se met dans le bon sens, ça marche, ça se voit vraiment sur la feuille de temps. Donc bah, je leur souhaite une bonne saison effectivement à ces 4 pilotes, et puis ça tombe bien parce qu'il y a des gros contrats qui doivent être signés pour l'année prochaine, donc si la moto marche mieux, ça les aidera potentiellement à rester sur la grille, ce qui n'était pas forcément évident il y a encore l'année dernière pour certains d'entre eux. Une dernière chose sur Honda, c'est qu'au test de Sepang, Mir a réussi à gagner 6 dixièmes sur son temps en Q2 à Sepang de 2025, donc ça prouve vraiment les énormes progrès de la moto. Et oui, ils sont vraiment passés dans une autre phase du développement de leur moto, qui arrive à la fin parce que ce sera la dernière année de cette cylindrée. Mais oui, oui. Et puis après, je pense que ils ont pas les mêmes moyens que Yamaha et ils avaient pas autant de chemin à faire parce qu'ils avaient déjà la bonne architecture moteur. Mais ils ont clairement mis les moyens et ça paye. Ouais, je pense qu'ils ont jeté à la poubelle tout ce qu'ils avaient construit avec Marquez, et ils ont essayé de repartir une feuille blanche avec uniquement les commentaires de leurs 2 pilotes, et l'arrivée d'Espargaro leur a fait énormément de bien avec toute la connaissance qu'il avait de l'Aprilia et de ce qui se faisait chez les Italiens de Noal. Et vous avez beaucoup parlé qu'Honda était capable de battre peut-être à la régulière KTM cette saison, donc on va enchaîner sur le constructeur autrichien. Gueno, cette fois, je te laisse la parole pour nous parler de 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 KTM. ses amis teutons. Ouais, j'ai aucun avis teuton, moi, je précise de base. Non, je c'est compliqué de savoir quoi attendre de KTM parce qu'ils ont quand même des difficultés différentes des deux qu'on a cités juste avant. C'est surtout des
des questions financières. L'Indien dont j'ai oublié le nom qui devait investir, finalement, ça a l'air d'être Bajaj. merci. Ça a l'air d'être en suspens, donc je sais pas trop où est-ce que ça va. Après, pour la partie sportive, moi j'espère que Costa va faire aussi bien que sa deuxième partie de saison, pardon, où il a vraiment réussi à gommer ses défauts, à être solide, à être aux avant-postes et à pas non plus aller tout le temps chercher cette limite qui finalement lui a coûté beaucoup, beaucoup sur la première saison. Et après, évidemment, j'espère que Bastianini va réussir à faire ce qu'il a réussi à nous montrer. C'était à la fin de l'été et début de l'automne, là, quand il a fait des podiums, enfin quelques podiums et quelques belles actions. Parce que sinon, ce sera vraiment 2 saisons catastrophiques quand même, parce que mine de rien, l'année dernière, c'était vraiment moyen. Et bon après, Vinales, il fera du Vinales, il va faire des très belles courses, il va disparaître et il va faire une très belle course. C'est toujours chouette de le voir quand il est à son maximum, et puis après, on oublie qu'il est là, quoi, un petit peu. Ce qui est bien cette année, c'est qu'on va pas trop l'oublier parce qu'il y a forcément Lorenzo qui va parler de son Oui, poulain c'est et ça va vrai. être cool. Apparemment, ça se passe très bien. Hein. Oui, oui, oui. Mais la saison a pas commencé. Hein. Moi, Oui, j'attends de oui, voir un c'est peu. Et Et puis tu rajoutes puis, Günther Steiner au-dessus de tout ça, ouais, ça parce va que faire du choc à pic. quand Vinales va se battre dans le bac avec un pilote, j'ai hâte de voir si Lorenzo va venir l'aider. Ça va être sympa. Et puis Binder, bah, je sais pas, ce serait bien qu'il redresse la barre, parce que ça a été lui qui était si régulier, quoi qu'il arrive de la KTM l'année dernière, c'était quand même vraiment en deçà de ce à quoi il nous avait habitués. Et moi, c'est un pilote que j'aime bien, même si c'est un pilote assez discret et outre son style qui est chouette à voir, c'est un mec sympa, solide, et j'aimerais bien le voir revenir à la place qui était la sienne. Binder, il va falloir, hein, parce qu'il y a 19 pilotes sur les 22 qui sont sur le marché des transferts, dont lui. Il sort de 2 saisons assez moyennes. Il va falloir réagir très vite, parce qu'il était à peu près nulle part face à Acosta l'année dernière. Là, il va falloir retrouver le niveau qui est le sien, régulier, des top 4, top 5 et être leader KTM. Et puis KTM, c'est pas détendre. J'ai un Ouais, je peu peur pense de ça aussi. aussi. J'ai un peu peur aussi, Ah, ouais. ça va être dur. Je pense qu'honnêtement, déjà, pour moi, il a aucune chance de trouver une place en factory sur le marché, vu ses performances. La seule place qu'il pourrait avoir en factory, c'est rester chez KTM si jamais Pedro Acosta s'en va et et que voilà, peut-être ils lui mettent Viñales à côté de lui, mais parce que personne d'autre veut venir, même s'il y a la rumeur Alex Marquez. Mais voilà, sinon je pense qu'il va rester, mais probablement Team Satellite, lequel je ne sais pas, mais il n'a pas encore fait suffisamment d'années mauvaises. Quand tu vois les années Rins, on s'est tapé Rins pendant X temps, ou Oliveira. Bon, après, on peut toujours dire ils ont des chats noirs, etc. Mais c'était pénible à voir, ces 3 dernières saisons d'Oliveira. Ah, ça. Ouais, mais on en parlait dans l'épisode précédent sur le Moto2, mais je comprends pas que Brad Binder reste avec des performances. Il fait des performances comme l'année dernière. En fait, tout le monde se souvient de sa victoire magistrale avec des slicks sous la pluie, mais derrière, bon bah, il a été régulier. Je suis pas sûr que ça fasse le poids et que ça lui permette de rester même chez Tech 3, en sachant que s'ils arrivent à garder Bastianini chez Tech 3 et que Viñales monte dans le Team Factory, où il serait éventuellement à côté d'Alex Marquez, je pense qu'ils essaieraient de faire monter un jeune talent quand même chez Tech 3 pour renouveler, quoi. Moi, je pense que Bastianini, on laisse sur les parties rumeurs, excusez-moi, mais il est prêt à signer n'importe où, mais pas chez KTM. Mais moi, je le vois bien finir chez Trackhouse, un truc comme ça. Bassani, je veux dire, pas Binder. Hein. Après Binder, je pense qu'il y a aussi son passif chez KTM qui joue pour lui. C'est un enfant au KTM. Il a quand même longtemps porté la marque. Moi, je trouve c'est un peu dommage. J'espère, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On n'a même pas fait une course, mais j'espère que ce sera pas sa dernière saison. Ce serait dommage que ça se termine comme ça quand même. Après, en fait, c'est un peu à double tranchant cette image KTM, parce que c'est justement pour ça qu'on a du mal à le voir ailleurs. Alors, je pense que les recruteurs, ils ont pas le même point de vue, mais c'est vrai que quand je l'imagine sur une autre moto, j'y arrive pas plus que ça, quoi. Et ton avis, Nico, pour conclure sur le niveau de la KTM cette année et le line-up, je suis désolé de clôturer la partie rumeur.
où est-ce que tu les vois? Est-ce que avec les problèmes financiers, tu les vois quand même progresser ou se maintenir, à ce niveau-là? Moi, je les vois quand même progresser parce que les problèmes financiers ont l'air, ça a l'air derrière maintenant. La marque a l'air d'avoir retrouvé une certaine solidité financière, on le voit sur les motos de route, hein, les nouveautés sortent, il y a quand même des développements intéressants, sur toutes les motos de route. Ça a l'air d'être, la dynamique a l'air bonne. Acosta, je le pense et j'espère vraiment pour lui parce que là sinon, je pense qu'il va se tirer une balle, mais qu'il va avoir enfin sa première victoire parce que là ça va être très compliqué pour lui s'il l'a pas cette année. Hem, Binder, voilà, on en a parlé. Et oui, je vois Costa finir à minima top 5 et peut-être même sur un podium parce que finalement la saison dernière était pas si mauvaise pour lui, mais il surnageait par rapport au niveau de la moto. Moi, c'est Vignales où je mettrais peut-être une petite pièce parce qu'il a son début de saison avait pas été si mauvais avant les blessures l'année dernière. À voir ce que ça donne avec. Bon, pour l'instant, tout va bien. Apparemment, Vignales était ravi de refaire des ronds sur un parking en 600 GSX-R avec en se faisant engueuler par Lorenzo. Bon, Et sous ah, la pluie. ouais, sous la pluie, ouais, c'est faut quand même être un sacré forçat et avoir un mental pour scoltiner des tours en 600 GSX-R rincés sur un parking trempé au fin fond de l'Espagne en plein mois de janvier. Parce qu'elle a quelques Ça, kilomètres, la moto. Ouais. ouais, elle a quelques années, ouais. Donc c'est vrai que quand tu décris le truc comme ça fait pas rêver. Mais ouais, pourquoi pas Vignales. Après, voilà, c'est Vignales, on sait qu'il sera jamais champion du monde, malheureusement, mais pourquoi pas Vignales, ouais. Moi, ce que Petite j'aime pièce. beaucoup sur Vignales, c'est déjà est-ce qu'il va réussir à retrouver son titre de champion du monde des essais hivernaux. Et donc il a été handicapé pendant toute la saison dernière par une blessure à l'épaule, après une chute, qu'il a mis du temps à soigner et à guérir correctement. Et là, il est tombé pendant le test de Sepang et il a dit: «Ah, j'aurais pas pu tomber plus fort sur l'épaule et du coup, ça me prouve bien que tout tient, c'est bon, c'est guéri à 100%». Gros changement, je l'ai cité vite fait tout à l'heure, chez Tech 3 quand même, avec le départ d'Hervé Poncharal et l'arrivée d'un consortium qui a racheté l'équipe avec à sa tête Günther Steiner, qu'on connaît côté Formule 1. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va désorganiser l'équipe ou au contraire insuffler une nouvelle énergie et que peut-être pas cette saison ou peut-être pas dès le début de saison, on va avoir des changements arriver dans le team, dans la gestion, pour le bien ou pour le mal, hein. Moi, j'ai pas d'avis, mais Non, pour l'instant, je pense que comme c'est toujours Nicolas Goyon qui s'occupe de toute la partie, technique vraiment, sur le circuit, je pense qu'ils ont gardé le même squelette d'organisation, toute la même infrastructure à Bormes-les-Mimosas. Après ça peut être aussi la dernière année de cette organisation-là, mais pour cette saison, je me fais pas trop de soucis. C'est l'avenir qui m'inquiète, en sachant qu'aussi ils ont émis le souhait de éventuellement ne plus avoir de machine KTM, normal aussi en sachant l'incertitude qui entoure toute la marque, même si bon, les déboires financiers ont l'air d'être un petit peu améliorés. effectivement, on a beaucoup parlé des transferts pilotes, mais il y a aussi les équipes. Aucune équipe satellite de mémoire n'est signée chez aucun constructeur pour 2027. Donc ça peut être aussi la roulette russe de ce côté-là. Je pense qu'on a fait le tour de nos amis Orange et qu'on peut passer sur l'équipe qu'on voit un peu plus forte aujourd'hui, notamment par les bons résultats de Bezzecchi et de Raoul Fernandez. Je parle bien d'Aprilia. Qu'attendre d'Aprilia en 2026? Petit changement, George Martin récupère son numéro 89, bien obligé de laisser le numéro 1 derrière lui. Gueno, je te laisse la parole sur Aprilia. Qu'attendre d'eux cette saison? Bah, déjà, dans la dynamique de la saison dernière, ils ont fait des essais qui sont hyper, enthousiasmants. Donc on espère, un peu la même saison, mais sans le début, qui a été un petit peu chaotique, on va dire le premier tiers de saison dernière qui était quand même un peu en dents de scie à part Ayogura qui était régulier. Donc, à titre perso, j'espère que Bezzecchi va rentrer dans le bain, tout de suite. Après moi j'aimerais bien le voir, encore une fois finir sur le podium. Après jouer le titre, je pense que enfin bon, de toute façon, face à Marquez sur Ducati, faut pas non plus, voilà, il y a un moment, ça me semble complètement improbable. Mais en tout cas, faire comme il a fait l'année dernière, être souvent le numéro 2 et être solide, marquer des points quand il peut et marquer des victoires
si Marquez a un moment de faiblesse, quoi. Après, moi j'aimerais bien voir, même si Martin a l'air de vouloir partir, j'aimerais bien quand même qu'il fasse une saison, même si c'est pas un pilote que j'apprécie plus que ça, à son max, quoi, pour voir ce que ça donne sur cette moto, qui est quand même performante. J'ai vu que là il s'entraînait aujourd'hui ou hier, je sais plus, pour la première fois depuis les essais à Valence. Donc c'est que le corps a l'air d'aller mieux vu qu'il devrait participer aux prochains essais. Donc j'espère qu'on va retrouver le Martin qu'on a vu en 2024. Même si la relation avec Aprilia a l'air d'être quand même compliquée, au moins quand il est sur piste, voir le Martin qu'on connaît, quoi. Après, pour Trackhouse, je sais pas trop. J'aimerais bien voir Ogura performer un peu plus que l'année dernière. Et Raúl Fernandez, il a quand même montré de super choses en fin d'année dernière. Ce serait cool de le voir continuer, même si bon voilà, ça fait moi c'est pas un pilote du tout que j'apprécie, donc je m'en fiche un peu, mais ce serait bien pour lui, quoi. Ça a le mérite d'être honnête. Non, pour J'ai moi, toujours dit. Raúl Fernandez, il a pas le choix en fait. Il a gagné une course et il a enfin montré tout ce que les gens attendaient de lui. Là, il a pas le choix. Il faut qu'il en gagne une autre parce que sinon après c'est retombé quoi. Le soufflet va retomber. Ayogura, il a la place pour progresser. Il faut qu'il convertisse l'essai quoi. Ouais, Parce que Yogurt, faut qu'il c'était fasse une saison encourageant, de confirmation, voilà, c'est ça. mais Parce que là là, vraiment c'est. faut Mm. montrer quoi. Et puis non, moi je place de grands espoirs dans le team Aprilia. Je pense que Marco Bezzecchi ce sera le plus sérieux concurrent de Marc Marquez, avec le mérite de le faire sur une moto différente et avec un chemin différent pour arriver à ce niveau de performance-là. Je suis pas sûr que les signatures jouent beaucoup parce que vu le rythme effréné auquel ça va, j'ai l'impression que toute la grille quasiment va être fixée avant le début de la saison. Mais en tout cas pour l'instant, au moment où on parle, c'est lui qui est dans la position la plus confortable parce que son avenir est déjà assuré pour les prochaines saisons et qu'il se concentre uniquement sur la performance. Effectivement, Marco Bezzecchi qui a signé 2 ans pour Aprilia 2027 et 2028. Gweno, tu voulais parler? Ouais, non, Automne, tu dis Marco sera le premier concurrent de Marquez. Tu penses qu'il va faire mieux qu'Alex Marquez? Oui, je sais pas exactement comment Alex Marquez va réussir à rester au même niveau de performance et j'espère qu'il va y arriver mais oui. Alors Ok. après, il y a la régularité qui joue évidemment. Marquez, Alex était très très Ouais. régulier en Et 2025. Alex Marquez, il a un côté un peu diesel, hein. Mais du temps à trouver ce niveau à son niveau et Bah là, les essais de Sepang, c'est lui le plus vite quand même. Ouais. Mm. Nico, sur ta vision sur Aprilia cette saison? ouais, bah, globalement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment. J'aimerais bien voir, dans un monde idéal, j'aimerais bien voir deux machines différentes se battre pour le titre et Bezzecchi être au même niveau que Marquez, mais la réalité me fait me dire que c'est quand même assez improbable. Néanmoins, ça reste voilà, c'est clairement le concurrent le plus solide de Ducati. Alors la moto, pour celles et ceux qui ont vu des tests, des photos des tests, je la trouve affreuse. Elle est, mais Ouais, je comprends. alors il n'y a pas qu'Aprilia pour le coup. La Mais de Ducati toute est façon, pas elles non. sont toutes affreuses et elles se Ouais, ressemblent quasiment toutes donc ouais, complètement. Mais Bah, on pourra c'est, viser la saison prochaine quoi. l'Aprilia est moche différemment. C'est la seule qui est un peu différente. mais c'est vrai que c'est. Après voilà, la réglementation fait que voilà, mais j'ai vu sur Instagram une photo passée qui comparait Marquez en test en 2014 et maintenant, Ah et oui, c'est je l'ai vu. ça fait mal, hein. Ça fait mal, ouais, je suis d'accord. Mais bon voilà, ouais non, je pense qu'effectivement pour Aprilia, il y a on peut pas faire autrement que caresser l'espoir que Marco Bezzecchi joue le titre. Ça me semble quand même assez délicat. Et pour Martin, bah je pense que son année va être à peu près aussi pénible que la précédente et qu'il va attendre d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Tracos, David Ebrivio est très fort pour mettre ses pilotes en confiance. On l'a vu avec Fernandez. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. À voir. Par contre, Martin, on espère juste qu'il va pas autant se blesser que la saison passée quoi. Oui. Au moins en termes de blessures, on lui souhaite quand même une saison un peu plus tranquille. Et puis voilà, comme ça a été dit, qu'il puisse au moins faire une saison en étant épargné par tout ça. Il a déjà pris
cher pour son jeune âge. Donc voilà. Si au moins il peut avoir une saison où il peut se dire bon bah là j'ai pas de blessure, j'ai pu donner le maximum sur la moto, malgré tout ça va pas, ce serait déjà bien. OK, merci pour ces commentaires. Alors là, je vous rejoins pas du tout, mais c'est vraiment je suis un des rares, là-dessus, c'est la beauté des motos. Je trouve qu'elles sont incroyablement belles, mais j'adore, l'ingénierie, j'adore les protos et là, on est vraiment en plein dedans. On n'est pas sur une moto de série. On comprend rien à ce qu'on voit, faut être honnête et c'est la fonction, c'est la fonction de l'objet qui fait sa beauté et c'est typiquement fait pour aller chercher un chrono sur un circuit. Donc je n'ai rien à en redire, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, les Formule 1, ça n'a rien à voir avec la voiture de monsieur tout le monde et pourtant tout le monde trouve ça magnifique une Formule 1. Donc je ne comprends pas, cette dichotomie, la différence qu'on fait entre les 2. Et tu vois, pourtant je suis la F1 depuis à peu près autant de temps que le MotoGP, mais j'ai du mal. Ce que j'aime avec la F1, justement, décortiquer des ailerons, des évolutions aéro, etc. Bah, j'ai du mal à avoir le même sentiment en MotoGP. Il y a peut-être aussi, il y a sans doute une relation d'histoire aussi, parce que les ailerons en F1 c'est les années 70, en MotoGP c'est 2015-2016 grosso modo, donc il y a peut-être de ça. Je pense aussi. Désolé de la digression, on va partir donc sur le dernier team, la dernière, plutôt usine qui équipe 3 teams différents sur la grille. Les champions du monde en titre, les favoris pour la saison, qui s'annonce, avec comme objectif probablement aller chercher un 10e titre pour Marc Marquez et le dernier, pour Ducati de cette ère, 1000 cm3. Donc 3 teams, j'ai dit, Team Factory, on aura Bagnaia et Marc Marquez. VR46 avec Morbidelli et Di Giannantonio et Gresini avec Aldeguer et Alex Marquez, en sachant que 4 pilotes sont équipés de la moto de l'année, donc les 2 pilotes usine plus Di Giannantonio plus Alex Marquez, et 2 pilotes auront la moto de l'année précédente, donc Fermin Aldeguer et Morbidelli. Je te passe la parole, Automne. Team ultra favori, pilote ultra favori, qu'est-ce que Ducati doit faire ou ne doit pas faire cette saison pour Déjà, ce serait bien que Bagnaia retrouve son niveau. Je pense que c'est bien parti parce qu'il a l'air d'avoir des bonnes sensations avec la nouvelle moto. Ce serait chouette d'avoir un vrai duel au sommet entre Bagnaia et Marquez, avec Aldeguer qui se mêle à la bagarre aussi, et Alex Marquez, puisque vous trouvez qu'il a des grandes chances cette saison et je vais vous croire. Non, ce qu'il faut dire, c'est que les GP25 d'Aldeguer et Morbidelli, peut-être qu'ils auront moins de GP25 et plus de GP24 dedans, on sait pas trop, mais il y a des choses qui marchaient pas trop avec la GP25, donc on sait pas trop comment ils vont se débrouiller entre les différents protos qu'ils ont le droit d'utiliser avec l'état actuel du règlement. Et puis sinon, Di Giannantonio, toujours capable de coups d'éclat, je suis pas sûr qu'il arrive à tenir dans la durée avec une saison très régulière dans le top 5. Et Alex Marquez, l'inconnu, mais je serais ravi s'il arrivait à confirmer toute la saison qu'il a faite et à continuer à se battre pour le championnat. Ouais. Nico, un commentaire sur la saison à venir de Ducati? Ouais, bah effectivement, Bagnaia, c'est vrai que on le voit, on l'a vu plutôt à l'aise. Alors, c'est pas prouvé, mais les rumeurs disent que dans la 26, il y aura un moteur de 24 à confirmer. Mais je pense que pour Bagnaia, ça peut être ce qui lui redonne confiance parce que la 25, il avait beaucoup de mal avec ce moteur qui était assez agressif et qui lui convenait pas. Et où globalement la 25 était pas très bonne puisque personne, à part Marquez qui est un extraterrestre, mais personne n'arrivait vraiment à la faire Bien marcher. sûr. Mmh. Donc et puis encore une fois, je l'ai déjà abordé, mais c'est vrai qu'avec le marché des transferts un peu fou qu'on va avoir, c'est que personne n'a le choix que de performer. Et vu les rumeurs qu'il y a, on entend parler d'Acosta chez Ducati, tout le monde va vouloir cette place. Bagnaia, il faut performer. Il faut être devant, il faut retrouver un niveau où il va aller titiller Marquez et aller chatouiller pour aller chercher le titre. Donc ça ne peut pas être autrement.
Moi, celui qui m'inquiète, c'est Morbidelli parce qu'il va avoir une GP25 qui est extrêmement compliquée. Il sort de 2 années avec peut-être la meilleure moto de l'histoire du MotoGP, où ça a été pas mauvais, mais pas non plus incroyable vu le potentiel de la machine. Morbidelli, ça me semble quand même extrêmement compliqué. Et Fermin Aldeguer aussi d'ailleurs, parce qu'il passe d'une très bonne moto et d'une saison assez solide à une moto qui sera moins bonne, à voir comment il arrive à digérer ça, en sachant qu'il n'a pas pu rouler au test, pour ne pas l'aider, disons. Et qui sera probablement de retour que pour le Grand Prix du Brésil. Hein. Donc il va rater les tests de Thaïlande et le Grand Prix de Thaïlande. Je rejoins quand même Automne. Hein. On ne sait pas vraiment ce que met Ducati, Oui. mais dans ces motos, l'appellation GP25 peut cacher plein de choses. C'est juste pour dire qu'ils n'auront pas tout à fait la même moto que les autres. Mais si ça se trouve, c'est juste une GP24 avec l'Aéro 2025 ou ce genre de choses. Hein. Il y a que Ducati qui sait. Ils ont dit qu'ils arrêtaient de communiquer d'ailleurs sur ces millésimes. Donc voilà. Et Gueno, pour toi, les rouges, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Moi j'espère, enfin vraiment l'attente principale c'est Pecco. J'espère vraiment le voir revenir à son niveau. C'est vraiment le truc j'attends le plus dans le giron Ducati. Et j'ai très hâte de voir ce que va faire Aldeguer, parce que c'est vrai que j'y croyais pas du tout, et finalement il a fait quand même une saison solide avec une très bonne victoire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après sinon pour le reste, c'est vrai que je m'attends un peu à la même chose pour les 4 autres. Marquez va gagner. Alex Marquez, j'ai douté longtemps, et je pense que là, il a trouvé quand même un rythme de croisière. Alors est-ce qu'il fera aussi bien que l'année dernière? Je sais pas, mais je pense qu'il sera dans le top 3, top 5 régulièrement. Je m'attends à voir quand même quelque chose d'assez proche. Et après, Morbi, j'y attends plus grand-chose. J'avoue que quand il est passé chez Ducati, j'y ai cru. Je me suis dit, il lui faut de la natation, mais ça va revenir. Et bon, c'est vrai que c'est quand même globalement assez moyen. Par contre, DJ, je continue à espérer quelque chose un peu plus haut dans le classement que ce qu'il nous a montré. L'année dernière, il n'a pas eu de chance. Il a eu la GP26, mais la GP25, pardon, mais pas au bon moment. C'est vrai que la moto d'usine, c'était pas la bonne année pour l'avoir. Je me dis, cette année, ça peut peut-être, au contraire, être le truc qui lui manquait, quoi. Ouais, moi j'avais deux dernières petites choses à dire sur Ducati. Déjà, Morbidelli, j'ai l'impression qu'il doit son sursis au manque de performance des autres pilotes VR46, notamment Vietti, qui était pas encore totalement prêt pour monter en MotoGP. Et puis par contre, ce qui m'inquiète beaucoup pour Bagnaia, c'est que son avenir sera peut-être déjà joué avant qu'il ait l'occasion de s'exprimer en piste. Ça, c'est dommage. La gestion des contrats pilote-usine de Ducati, elle a toujours été extrêmement violente, j'ai trouvé. C'est vraiment Ouais, c'est vrai. un des points que j'aime pas chez Ducati. Il y a des trucs que j'aime pas, et c'est ça. Quand on pense comment ils sont séparés de Bastianini, comment ils sont gérés le cas Martin, comment ils sont séparés de Dovi. À Et de chaque fois, Petrucci aussi. et de Petrucci, non, mais voilà, c'est pour dire que c'est pas, ils sont pas à détendre là-dessus. Je dis pas que c'est du business, hein, mais quand même, il y a des façons parfois de faire. Donc oui, l'avenir de Bagnaia pourrait être scellé avant le début de saison. Après, ça le libérerait aussi de ce poids-là, potentiellement. Moi, j'annonce, hein, si Pecco n'est pas sur une Ducati officielle l'année prochaine, je suis pas sûr de reprendre le micro du podcast. Hein. Aïe aïe aïe. Mais en tout cas, aujourd'hui, on aurait réussi à te faire avouer une chose que tu n'aimes pas de Ducati, et Ok. c'est pas un mince exploit. Mais sinon, clairement, Marc Marquez devrait survoler le championnat. Après, on se souvient de RRS 2020. Hein. Tout peut arriver quand même. Et je ne le souhaite pas, mais si pas de bobo, etc., il devrait quand même encore dominer cette saison assez largement et rentrer dans l'histoire définitivement comme le GOAT en battant Valentino Rossi au nombre de titres. Par contre, Aïe aïe aïe. Est-ce que ce si serait pas le mot de la fin? Et Otan nous a quittés. non, mais par contre, sans parler de blessures, s'il pouvait faire comme les dernières, nous laisser les 5 GP pour laisser les petits s'amuser entre eux, c'était quand même vraiment sympa. Il prend le titre, il s'en va, et puis comme ça, on rigole un peu, quoi. Parce que Tu veux dire qu'il prend le titre et il part en pré-retraite? oui, il fait ce qu'il veut, je m'en fiche, mais il nous laisse 5 GP où on peut regarder la Moto 2 sur des motos GP, quoi. La catégorie B. Je pense
pas que je serais quand même assez surpris, ça arrivera peut-être, hein, mais je serais quand même assez surpris qu'il domine aussi facilement que l'an passé. Je pense que ce sera plus serré. Beaucoup plus serré, je sais pas, mais peut-être un peu plus serré, j'espère en tout cas. Ouais, je pense qu'avec Alex Marquez qui aurait la même moto et Pecco, s'il se remet dans le bon sens en termes de performance, ça peut être plus serré. Plus Bezeki qui est en pleine confiance, qui a appris, il a encore progressé. Je pense qu'on peut avoir des belles bagarres. Bon, à la fin, c'est toujours Marc qui gagne, mais on peut avoir des belles bagarres, des courses assez serrées. Et finalement, au point, il y aura moins d'écart à la mi-saison. Par contre, moi j'espère surtout qu'il va pas se reblesser. Parce qu'on parlait de Martin tout à l'heure, mais mine de rien, Marquez, les chutes enfin, il suffit de voir l'accident avec Bezeki, peuvent vite lui coûter cher. Ce serait dommage qu'il se reblesse comme ça, encore une fois, et que ça lui coûte plusieurs mois de rééducation, quoi. C'est quand même, mine de rien, ça lui arrive, je vais pas dire fréquemment, mais depuis 2020, il a quand même eu c'est quand même lourd pour le physique. Ça m'embêterait qu'il finisse sa carrière comme Rins, quoi. En termes de Ouais, c'est physique, je ça. parle. Enfin, là, on enregistre en même temps que les JO d'hiver et ce serait très dommage que Marc Marquez finisse sa carrière, enfin, tire sa révérence de la même manière que Lindsey Vonn. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi un peu la présentation du Ducati qu'ils font toujours là sur la station de ski. Toute l'équipe Ducati prend le départ d'un chrono, d'une descente ski chronométrée. Marc ne l'a pas faite. Après, je sais pas, il n'y a pas du tout un jugement de ma part, hein. Je dis juste que factuellement, il l'a pas faite. Il fait attention à sa santé, pas prendre de risques inutiles. On a vu Tardosi descendre cette piste, Gigi, Pecco, mais lui, non, il l'a pas fait, il a descendu à pied, etc. Non, il est conscient de cette fragilité et de pas prendre de risques inutiles parce que ce qu'il veut faire, je pense, c'est remporter cette saison au championnat et voilà. J'ai pas réussi à retrouver l'article, mais c'était à la fin de la saison, quand il était en convalescence, qui disait que il sans donner de date ni quoi que ce soit, mais qu'il réfléchissait très sérieusement à la retraite, justement à cause de ça, parce qu'il voulait pas finir sa vie en fauteuil roulant. Alors il donnait pas de date, il disait pas je vais pas, j'y réfléchis après mon 10e titre ou quoi que ce soit, mais il pensait à la suite parce qu'il se dit voilà j'ai que 30 ans, j'ai pas envie de passer les 50 prochaines années complètement fracassé, quoi. Ce qui est déjà, je pense, bien entamé malheureusement, mais Ouais. je Ouais, c'est ça, parce qu'il a déjà dit plusieurs fois qu'il y a certains jours, le réveil, c'était très compliqué. tu m'étonnes. Donc, ouais. Ce serait pas sûr. S'il est champion cette année, je pense pas qu'il fasse plus de 2 saisons après celle-ci, hein. Ouais, On je suis un verra. peu On d'accord, a ouais. le temps de voir, mais Pour conclure l'épisode, on a le petit jeu des pronostics pour ceux qui sont présents. L'année dernière, j'ai regardé un peu ce qui avait été dit. Je tiens à saluer Thibaut, hein, qui avait quasiment un bingo absolu sur les favoris, les challengers, les outsiders, les gros nuls et le blessé. C'était vraiment incroyable. Je crois qu'il y avait une erreur dans tout ça pour la part de Thibaut. Donc en favori, chacun, je vais laisser la parole au tour de rôle dans l'ordre dans lequel c'est marqué dans le conducteur. Donc moi j'ai noté Marc Marquez. Ouais, je crois qu'on a On a tous et tous le toutes même. mis à Marc ouais. Marquez. Étonnamment. Après pour Nico c'est pas sûr, il a marqué Marquez comme ça il se garde l'option Alex en plus, bien joué. Non. En challenger moi je me suis mis Pecco et Bez, toi Automne. Moi, j'ai mis Bezzecchi et Quartararo entre parenthèses. Ce serait si drôle. Ça c'est ambitieux Quartararo. Gueno. En challenger, pardon, j'ai mis Bez, Alex Marquez et Acosta. Ok. Et Nico. Ouais, challenger, moi j'avais mis Pecco, Bez, Alex Marquez. Bez revient quand même chez nous 4. La tendance, ça reste un Bezeki en pleine forme. Les outsiders, donc on considère ceux qui peuvent faire des top 5 championnats à la régulière et gagner au moins 2-3 courses dans la saison. Je me suis mis un Alex Marquez, moi, Acosta, et c'est là où je les ai mis, moi, et potentiellement un Digia. Automne. Acosta, Aldeguer, Alex Marquez et Luca Marini. C'est vrai que j'ai oublié Aldeguer, j'aurais peut-être mis aussi là. Guido. Moi, j'ai mis Mir, Bestia et je veux mettre Aldeguer, mais je l'ai pas écrit. Donc, je vais noter. Si c'est pas écrit, ça compte pas, c'est trop tard. Surprise du chef. Nico. Moi, en outsider, j'ai mis Acosta, DJ et Mir. Ah, Mais du coup, c'est marrant parce que 2 pour Mir. Hop là. ouais, Automne et Nico ont mis un pilote Honda, mais pas le même en outsider. C'est pas mal ça.
Le gros nulos, donc c'est celui qu'on n'a plus, on n'a pas d'espoir pour cette saison. Je me suis mis à Rins. Il y en a plusieurs. Automne. Brad Binder, Alex Rins, et je pense qu'on pourrait peut-être rajouter Morbidelli. Mais Ouais, j'ai pensé aussi. Ouais, toi, Gueno, t'es dur. J'ai mis Toprak. Hop là. Non, mais j'y crois pas. Je suis désolé. Viens du SBK à 30 000 ans. C'est bon, j'y crois pas. Non, mais tu sais que là, maintenant, on va se faire Ouais, je sais. harceler et insulter par tous les fans turcs de Top C'est Rank pas en grave, France. je te le comprends dis. pas le turc. Nico, tu as mis qui? Moi, je vais me faire insulter par Bueno parce que j'ai mis Toprak, Rins et Bestia. Allez, je m'en vais. Ciao. Et puis Ça bon, m'embête parce que je l'aime beaucoup, Bestia, Mais non, mais en plus, c'est probable. En plus, c'est ça qui est vexant. Ouais, oui, voilà. Je pense pas prendre énormément de risques, malheureusement, avec ça. Mais non. Et bon, le petit s'est blessé à ses pangs. L'année dernière, c'était Martin. Cette année, c'est Quartas qui annonce potentiellement une année assez pourrie. J'espère qu'il aura pas la même année. Automne a cité George Martin qui s'est blessé avant ses pangs, mais c'est pas faux. Et puis on peut citer Aldeguer qui commence mal la saison, on l'a dit. Eh ben écoutez, on essaiera de revoir ses pronostics en fin de saison pour voir qui était le plus proche de la réalité. Merci à tous les trois pour m'avoir accompagné tout au long de cet épisode. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, même si on n'est pas très actif, Discord. On a maintenant une chaîne WhatsApp, vous pouvez vous abonner pour recevoir les news. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous partager vos points de vue, ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis je vous souhaite une bonne saison 2026. Salut tout le monde. Salut. Tout le monde.